Nous sommes en juillet 1936. Une décision, prise à Paris par un seul homme, Léon Blum, aurait pu changer tout le destin de l'Europe. La question qu'on explore aujourd'hui est donc celle-ci. Et si le Front populaire français avait aidé militairement la République espagnole? C'est exactement la question. Et la thèse qu'on va examiner, c'est que oui, une intervention française aurait très probablement sauvé la République espagnole. Mais, attention, le prix à payer aurait été immense. C'est-à-dire? Une crise politique majeure en France et des alliances internationales complètement redéfinies. D'accord. Alors pour bien comprendre, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va revenir sur le dilemme, le vrai casse-tête de Léon Blum en 1936. Ensuite, on imaginera le scénario alternatif. Que se passe-t-il s'il dit oui à l'Espagne? Et enfin, on regardera l'effet domino, les conséquences en cascade sur la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, Alors, repartons là cet été 1936. L'ambiance en France est particulière. C'est un pays de contrastes. complètement. C'est presque schizophrène. Vous avez d'un côté cette euphorie incroyable, les réformes sociales du Front populaire, les premiers congés payés. Une vraie lune de miel sociale, les images d'Épinal qu'on connaît tous. Exactement. Mais de l'autre côté, le climat politique est d'une violence Inouï. inouïe, oui. La haine est partout. Et Léon Blum, parce qu'il est socialiste, parce qu'il est juif, il est la cible d'attaques d'une brutalité inimaginable. On parle même d'attaque physique. Absolument. Du coup, la menace d'une guerre civile, elle ne plane pas que sur l'Espagne. Certains la craignent aussi pour la France. C'est dans ce contexte hyper tendu que le 20 juillet, le gouvernement espagnol appelle à l'aide. Et là, l'unité du Front populaire. Elle explose en vol, littéralement. Qui sont les premiers à réagir? D'abord, les communistes, avec Maurice Thorez. Pour eux, la ligne est simple, elle est directe. C'est la solidarité internationale. Le fameux slogan. Des avions, des canons pour l'Espagne. Ça barre la une de l'humanité. La pression sur Blum de ce côté-là est maximale. Donc ça, c'est clair. Mais pour le propre parti de Blum, les socialistes, c'est bien plus compliqué, n'est-ce pas? Ah, pour la SFIO, c'est un déchirement total. Le cœur, évidemment, est avec les camarades espagnols qui luttent contre un coup d'État fasciste. Mais en même temps, ils sont les héritiers de Jaurès. Ils sont hantés par le souvenir de la boucherie de 1914. Le pacifisme? C'est une force politique extrêmement puissante 20 ans après. L'idée de prendre une décision qui pourrait, même de loin, mener à une nouvelle guerre les terrifie. D'accord. Donc on a les communistes pour, les socialistes déchirés, et au milieu, il y a ceux qui tiennent le gouvernement. Les radicaux. Exactement. Des gens comme Daladier. Eux, ils représentent la France rurale, la petite bourgeoisie. Et ils sont terrifiés par ce qu'ils voient en Espagne. La révolution. La contagion révolutionnaire, oui. Les églises qui brûlent, les collectivisations. Pour eux, aider l'Espagne, c'est risquer d'importer le chaos en France. Et de renforcer les communistes au passage. C'est ça. Leur opposition est décisive, parce que sans eux, le gouvernement Blum tombe. Voilà. Blum est donc paralysé de l'intérieur, mais il y a aussi la pression extérieure. Et notamment celle de l'allié indispensable. Le Royaume-Uni. Et là, c'est un mur. Londres est sur une ligne de non-intervention absolue. Pourquoi? Ils voient ça comme une affaire intérieure espagnole et craignent par-dessus tout que l'Europe s'enflamme. Et ils le disent très clairement à Blum. Si la France intervient et que ça dégénère avec l'Allemagne, la France sera vue comme l'agresseur. Et l'alliance ne jouera pas. L'Alliance ne jouera pas. C'est un chantage terrible. En gros, haïssez vos amis et vous vous retrouverez seul face à Hitler. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a l'appareil d'État français lui-même. Oui, l'historien Renaud Mels l'a très bien montré. La haute administration du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, a activement saboté l'intervention. Pourquoi? Pour son secrétaire général, Alexis Léger, l'alliance britannique était le trésor absolu, bien plus important que le sort de l'Espagne. Ajoutez une armée qui se dit non préparée, un président de la République opposé, et le piège se referme sur Blum. On arrive donc au moment clé, le point de bifurcation, le Conseil des ministres du 25 juillet 1936. C'est le jour du choix tragique. Écrasé par toutes ces pressions, Blum cède. Il renonce. Il renonce à livrer les quelques avions et canons qu'il avait secrètement promis. Il choisit la non-intervention en espérant que l'Allemagne et l'Italie suivront. Ce qui, avec le recul, s'avéra être une farce tragique. Une farce tragique parce que les dictatures, elles, n'ont pas hésité une seconde. Pas une seule seconde.
Mais on doit quand même préciser une chose. Cette non-intervention n'était pas un mur totalement étanche. Non, c'est vrai. On a parlé d'une non-intervention relâchée. On a un peu fermé les yeux, on a laissé passer quelques armes. On a des chiffres là-dessus? Oui, les sources parlent par exemple de 124 avions livrés secrètement au second semestre 36. Mais c'était improvisé, insuffisant. Trop peu? Trop tard? C'était bien trop peu, et bien trop tard pour changer le cours de la guerre. C'est là que notre scénario commence. Réécrivons ce 25 juillet. Imaginons que Blum, ce jour-là, tape du poing sur la table. Imaginons un Blum qui fait un autre calcul. Un calcul stratégique à long terme. Il prend la parole et il dit « Messieurs, le risque de l'inaction, le risque de voir la France encerclée par 3 dictatures fascistes, ce risque est infiniment plus grand que celui de l'intervention. Nous devons agir maintenant. Quel aurait été l'impact militaire immédiat sur le terrain? Potentiellement décisif. Le besoin le plus urgent de la République, c'était l'aviation. Et il faut savoir que, historiquement, c'est dès le 25 juillet, Le jour même? le jour même de la décision de Blum, que Hitler envoie ses avions de transport, les Junker Ju-52, pour faire passer les troupes d'élite de Franco du Maroc vers l'Espagne. Les fameux Africains. Exactement. Ce pont aérien, ça a été l'atout maître de Franco au tout début. Sans lui, le coup d'État aurait pu s'enliser. Et dans notre scénario, la France aurait pu contrer ça, concrètement. En livrant immédiatement des chasseurs modernes, pour l'époque comme les 2 Wattinet des 510, et des bombardiers, ces avions français auraient pu intercepter les lents Ju-52 allemands. Le pont aérien de Franco serait devenu un piège mortel. Et au sol? Au sol, l'envoi de canons de 75, de mitrailleuses et surtout de conseillers militaires français aurait permis de transformer très vite les milices républicaines. Qui étaient courageuses mais désorganisées. Totalement désorganisées. Ça aurait permis de les transformer en une armée structurée, efficace. Ce que vous décrivez, ce n'est pas juste un impact militaire, c'est aussi un impact politique énorme sur la République espagnole elle-même. Absolument. C'est un point crucial. Historiquement, l'aide massive de l'Union soviétique n'arrive qu'en octobre 36. La République, abandonnée par les démocraties, n'a pas eu le choix. Elle est tombée dans une dépendance totale vis-à-vis de Staline, avec toutes les conséquences que ça implique. Lesquelles? Eh bien, cette dépendance a permis aux agents de Staline, aux commissaires du Comintern, de prendre une influence démesurée. Ça a mené à des purges internes sanglantes, comme l'écrasement du POUM, ce parti marxiste anti-stalinien, à Barcelone en 1937. Ces luttes intestines ont affaibli le camp républicain. Elles l'ont miné de l'intérieur. Avec une aide française massive dès juillet, le gouvernement de Madrid aurait gardé sa souveraineté. L'influence de Moscou aurait été diluée. Exactement. La République serait restée une démocratie en armes, pas une quasi-dictature sous contrôle soviétique. C'est un scénario séduisant, mais est-ce qu'on ne l'idéalise pas un peu? Le camp républicain était quand même très divisé. C'est une excellente question. Les divisions étaient réelles, profondes, mais l'influence soviétique a souvent exacerbé ces tensions. Une aide française, venant d'une démocratie voisine, aurait pu renforcer les modérés du gouvernement républicain. Avec une armée mieux équipée et un front politique plus uni, la campagne de Franco dans le Nord, celle qui a vu la destruction de Guernica, Aurait probablement échoué. très probablement. Et face à une guerre qui s'enlise, sans victoire rapide, Hitler et Mussolini auraient continué leur soutien? C'est peu probable. Leur engagement initial n'était pas total. Face à une guerre d'usure coûteuse, on peut imaginer qu'ils auraient réduit leur soutien. La guerre aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. Peut-être fin 1937, début 1938. Le bilan humain, qui est estimé entre 500 000 et 1 million de morts, Aurait été considérablement réduit. et la terrible répression franquiste qui a suivi, et l'exode tragique de la retirada, n'auraient jamais eu lieu. D'accord. Le tableau pour l'Espagne est victorieux. Mais à quel prix pour la France? C'est là que le scénario doit s'assombrir. Beaucoup plus sombre, oui. Le contre-coup diplomatique et politique aurait été énorme. D'abord, le Royaume-Uni. Rupture totale. La décision de Blum aurait été vue à Londres comme une trahison, une folie. L'entente cordiale, pilier de la sécurité française, se serait brisée. La France se serait retrouvée complètement isolée. Totalement isolée. Et la réaction de l'Axe? Violente. Pour Hitler, la défaite de Franco, c'est une humiliation publique. Ça aurait renforcé sa haine et sa détermination à écraser la France. Il aurait accéléré son réarmement. Avec une urgence nouvelle. Et pour Mussolini, le revers aurait été encore plus cuisant. Il se serait jeté encore plus fermement dans les bras d'Hitler. L'axe Rome-Berlin se serait solidifié, non sur une victoire, mais sur un désir de revanche contre Paris.
Tout ça alors que la France elle-même serait au bord de l'implosion. Absolument. L'intervention en Espagne aurait agi comme un détonateur. La droite, l'extrême droite, des journaux comme l'Action française se seraient déchaînés. Contre Blum le belliciste, Blum le belliciste qui nous mène à la guerre pour Staline. On aurait vu des manifestations violentes, des affrontements de rue. vous parlez de quasi-guerre civile. Le risque était-il si réel? Il l'était. N'oublions pas les émeutes de février 1934, 2 ans plus tôt à peine. Les ligues d'extrême droite étaient puissantes, armées. Dans ce climat, avec l'armée divisée, le risque d'une tentative de coup de force était très sérieux. Et puis, la coalition du Front populaire elle-même n'aurait pas tenu. Les radicaux seraient partis. Évidemment. Ils auraient retiré leur soutien, le gouvernement Blum serait tombé, laissant le pays paralysé face à un Hitler plus menaçant que jamais. C'est un paradoxe terrible. En sauvant la démocratie en Espagne, Blum aurait peut-être mis en danger celle de la France. C'est tout le drame de la situation. Mais, si la France avait survécu à cette crise, l'impact sur la Seconde Guerre mondiale aurait été colossal. C'est le point le plus spectaculaire de cette histoire alternative. La défaite de la France en mai-juin 1940 Cet effondrement en 6 semaines. serait devenu hautement improbable. Vraiment. C'est une affirmation très forte. L'effondrement était aussi dû à des problèmes de doctrine, de commandement. Un deuxième front aux Pyrénées aurait suffi. Ah, mais ce n'est pas un simple deuxième front. C'est un changement stratégique total. En 1940, Hitler peut concentrer la quasi-totalité de ses forces sur la percée dans les Ardennes parce que sa frontière sud est sécurisée par l'Espagne amie de Franco. Dans notre scénario, il ferait face à un bloc franco-espagnol. Il serait obligé de prélever des dizaines de divisions, peut-être 20 ou 30, pour surveiller les Pyrénées, où une armée espagnole aguerrie pourrait attaquer. Et ces divisions, elles auraient cruellement manqué pour l'offensive principale. Donc l'attaque dans les Ardennes, moins puissante, et l'armée française avait avec plus de chances de la contenir. Exactement. Et n'oublions pas l'Italie. Elle n'aurait pas pu entrer en guerre aussi facilement en juin 40 pour poignarder la France dans le dos. Elle aurait été menacée en Méditerranée. Par les flottes combinées, françaises et espagnoles, l'équilibre des forces aurait été totalement différent. Ce qui redessine complètement le monde d'après-guerre. À la table des vainqueurs, on aurait une France et une Espagne républicaine. Une France co-belligérante majeure, et une Europe moins binaire, moins écrasée par le duel entre Washington et Moscou. Et la guerre froide elle-même aurait été différente. Altérée, oui. L'Espagne républicaine aurait pu incarner ce que beaucoup cherchaient. Un socialisme démocratique, non aligné. Un pays qui aurait pu refuser le plan Marshall sans tomber sous la coupe de Staline. Une sorte de troisième voie. On peut même pousser le raisonnement jusqu'à la construction européenne. Tout à fait. L'Espagne aurait pu être un membre fondateur de la CEE dans les années 50. On aurait peut-être eu un axe franco-espagnol déplaçant le centre de gravité de l'Europe vers le sud. Et culturellement, Picasso, Buñuel, Lorca... Lorca n'aurait pas été assassiné, Picasso et Buñuel auraient pu créer dans une Espagnole libre. Le XXe siècle aurait eu un autre visage. Pour résumer, le choix de Blum ce 25 juillet 1936, celui de la non-intervention, était un choix pragmatique, compréhensible. Il était dicté par une peur panique du risque immédiat, la guerre civile en France et la guerre générale en Europe. Mais c'est la grande et tragique leçon de cette histoire alternative. En choisissant la prudence à court terme, il a peut-être, sans le vouloir, mené une catastrophe bien plus grande à long terme. La non-intervention n'a pas empêché la guerre mondiale. Non, elle l'a seulement retardée de 3 ans. Et elle a placé la France dans de bien pires conditions pour y faire face. Hitler a vu cette prudence comme de la faiblesse, et ça l'a encouragé. Le refus d'aider l'Espagne fut une abdication morale et surtout une profonde erreur stratégique. Ce qui nous laisse avec cette question finale vertigineuse. Le choix prudent de Blum, qui a préservé une paix immédiate mais a enhardi les dictatures, était-il préférable à un pari audacieux qui aurait sauvé l'Espagne mais au prix d'une crise majeure, peut-être d'une quasi-guerre civile en France? Et si, la question la plus fascinante de l'histoire,